Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on va repartir cette semaine sur les bancs de l'école, enfin plutôt on va se demander si ça vaut le coup de faire ça finalement, voir les alternatives qu'on peut avoir et se poser les bonnes questions pour savoir si l'école et retourner à l'école au Japon, c'est fait pour nous ou pas du tout. Mais avant ça, on part comme chaque semaine pour le sommaire de l'émission. Et on va faire un super photographe dans l'Insta de la semaine, on va aller boire un café dans un endroit avec des gens fort sympathiques et on va rencontrer des Japonais sur Strasbourg, des Japonais strasbourgeois en quelque sorte. Mais voilà, avant de rencontrer des Japonais, on va quand même se poser la question, est-ce que faire une école de japonais au Japon, c'est bien ça la question, au Japon, c'est une bonne idée ou pas du tout. Vous le savez, en 2018, je suis parti au Japon pour faire une école de japonais. J'étais parti pour faire 2 ans sur place, car il faut le savoir, techniquement, vous ne pouvez faire que 2 ans d'école de langue. Même si, attention, par la suite, vous pouvez intégrer une université, par exemple, si votre cursus, bien sûr, le permet, ou une Senmongaku, une genre d'école pour gaijin professionnalisante, où on va vous apprendre un métier et continuer l'apprentissage d'une langue en parallèle. Et là, on peut encore faire 2 ans. Donc 2 ans en plus de son école de japonais. Donc finalement, rester 4 ans à étudier le japonais. C'était la petite astuce de Père Castor, ou du Père Kitsune Dandy, si vous préférez, pour rester plus longtemps étudier au Japon. Parce que 4 ans au Japon, c'est cool. Mais ça coûtera des dineros, forcément, de rester sur place. Mais plus sérieusement, donc, je devais rester, 2 ans. Et finalement, j'ai fait qu'une année d'études sur place. Sur le papier, certains vont se dire que oui, aller étudier au Japon, c'est une très bonne idée, c'est même the bonne idée. Et puis d'autres, et que je l'ai déjà entendu, on me l'a déjà dit, ils vont vous dire le contraire. Que ça sert à rien, autant pas dépenser plein d'argent, et on peut faire la même chose finalement en France, et ça sera beaucoup moins coûteux. Alors vous me connaissez maintenant, je ne vais pas vous dire qui a raison ou qui a tort, car les 2 arguments peuvent se valoir. Ça va vraiment dépendre de plein de conditions, plein de facteurs, et de vous aussi tout simplement. Bon, déjà il faut prendre en compte un truc. Partir au Japon, effectivement, les gens ont raison, ça va vous coûter de l'argent. Une école de langue sur une année, c'est dans les 6 000 €. Juste l'école, je ne vous parle pas des frais à côté. Et cherchez pas les embrouilles, etc. en vous disant « ouais, mais je vais pouvoir trouver une moins chère, etc. une à 200 €. » Non, ça marche pas comme ça. Les écoles sont quasiment à toutes le même prix. Ça vous coûtera souvent un petit peu plus cher, par exemple pour une école qui va être sur Tokyo, qui va être plus dans les 7 000 €, on va dire, l'année. Alors que dans d'autres villes, ce sera peut-être plus 6 000 €. Bon, 1 000 € c'est déjà pas mal de différence, donc il faut quand même le prendre en compte. Mais vous n'allez pas avoir des écoles qui vont vous faire ça à 2 000 € l'année ou à 4 000 € l'année, etc. Bon, après, je vous parle d'une école qui va vous faire un visa. Je ne vous parle pas des gens qui sont déjà sur place au Japon, bien entendu, qui ont déjà leur visa et qui vont aller dans une école privée, quelque chose. Là, c'est vraiment une école où vous allez apprendre le japonais via un visa étudiant. Donc souvent, les prix sont exactement les mêmes. J'en ai comparé plein, et les prix sont vraiment toujours pareil, à quelques petites différences près, comme je vous l'ai dit, ça peut aller à 1000 balles, mais j'ai jamais vu en dessous de 6 000 € par exemple. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge. From worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. I used to think buying foundation online was impossible. How am I supposed to find my shade when I can't even get it right in store? Then I discovered Il Maquillage. I took their AI-powered quiz to find my custom match, and wow, this foundation is literally my skin in a bottle. The undertone and coverage are spot on. It's so neutral and weightless. I can't even tell I'm wearing makeup. Plus, with Try Before You Buy, you can try your full size at home for 14 days. Take the Power Match quiz now at ilmakiage.com/quiz. ILMAKIAGE.com/quiz. Weight loss. It needs to be fast and sustainable. Noom GLP-1 starts at just $149 and ships to your door in 7 days. Take it from Lauren, who lost 22 pounds on Noom. If I come off of the GLP-1, it's not going to automatically make my weight yo-yo back. $149 GLP-1s? Now that's Noom smart. Get started at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. Individual results may vary. Not all customers will medically qualify for prescription medications. Compounded medications are not reviewed by the FDA for safety, efficacy, or quality.
En plus de ce cours, de ce coût-là qu'il faut avoir, il faut garder en tête, vous allez aussi avoir des frais sur place forcément. Il faut louer un appartement, il faut payer vos frais de tous les jours, la bouffe, etc. Bref, c'est un budget que vous pourrez compenser par un petit boulot, hein, bien sûr. Mais parce que si vous êtes étudiant, vous pouvez travailler en gros 28 heures par semaine. Mais tous les boulots ne vous sont pas autorisés, attention. Hein. Par exemple, vous n'avez pas le droit de travailler dans un bar la nuit, par exemple. Alors, vous pourrez peut-être le faire, mais légalement, c'est interdit. Mais bon, voilà, travailler 28 heures, ça permet quand même de se faire un petit peu d'argent dans son budget, ça fait pas de mal. Mais là aussi, qui dit petit boulot dit grosse motivation, hein, car aller à l'école et apprendre le japonais, c'est du temps. Alors souvent, vous allez voir que c'est 3 heures, 4 heures de cours, et puis voilà, quoi, c'est fini. Mais vous allez devoir étudier de votre côté, c'est pas juste 3 heures et 4 heures en cours. Il faut souvent doubler le temps dans la journée pour bosser les kanji, par exemple, faire des exercices, réviser. Donc ça, plus le petit boulot, ça fait des très très grosses journées, ça peut vite être crevant, voire démoralisant. Ça, je l'ai souvent vu au Japon, des étudiants qui devaient faire les deux parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et franchement, à la fin, ils étaient un petit peu dégoûtés, voire très fatigués. Suivant en plus le petit boulot que vous avez, soit vous tombez sur un truc sympa et c'est cool, vous apprenez le japonais, c'est chouette. Soit vous allez tomber sur un truc pas très sympa où il n'y a pas une bonne ambiance. Les deux cumulés, c'est très très dur moralement. Moi, j'ai vu des élèves, par exemple, obligés de faire des petits boulots, donc à cause de leur budget, hein, comme je le disais. Et finalement, en cours, ils n'arrivaient pas à suivre parce qu'ils étaient super fatigués par leur travail, parce que ça leur prenait du temps. Et en cours, finalement, ils dormaient. Voilà, ça arrivait assez pas régulièrement, mais de temps en temps. Après, suivant votre boulot, vous allez peut-être pratiquer pas mal aussi. Donc ça peut compenser, par exemple, pour si vous avez du mal à étudier, vous allez peut-être bien augmenter votre oral au boulot. Mais bon, si vous êtes à la plonge d'un restaurant, ou vous êtes dans un restaurant où il n'y a que des étrangers, par exemple, vous n'allez pas non plus super upper votre japonais au final. Alors je dis pas que c'est impossible de tout faire, hein, et de le faire bien même, mais il faut avoir une certaine mentalité, une vraie mentalité de warrior. Donc soyez-en conscience dans votre choix, et je le répète toujours, mais calculez votre budget à l'avance aussi pour être sûr que vous allez pouvoir tenir le temps et que ça vous correspond. Parce que si vous n'avez pas assez d'argent, tentez pas le diable, vous allez sûrement foirer votre projet. Donc il vaut mieux repousser un petit peu, peut-être d'1 an ou 2, et continuer de faire des petits boulots l'été, ou je ne sais pas, ou si vous avez un boulot à plein temps, d'économiser. Continuez d'économiser et de partir un petit peu plus tard, ça sera peut-être plus bénéfique. Alors oui, on est un peu impatient, mais ce sera peut-être mieux pour vous au final. Mais ma question à la base, c'était, est-ce que c'est une bonne idée d'apprendre le japonais au Japon? Moi, personnellement, je pense que oui, c'est une bonne idée. Dans le sens où vous allez vivre sur place. Et déjà, mine de rien, baigner dans le japonais, dans la culture japonaise, tous les jours, ça aide. Même si vous n'êtes pas très sociable, vous êtes un peu timide et que vous n'allez pas apprendre en alpagan, en pilier de bar, etc., pour discuter avec les gens, juste de voir les kanji dans la rue, d'entendre des conversations tous les jours dans les cafés ou dans la rue de vos voisins de table, etc., vous allez être baigné dedans H24. Et si vous êtes un petit peu curieux, forcément vous allez jouer au jeu de tenter de lire ou de comprendre les kanji des panneaux, par exemple, ou essayer de reconnaître des mots que vous avez appris à l'école, dans la rue, d'un peu essayer d'écouter les conversations pour voir si vous comprenez. Chose que vous pourrez faire difficilement en France, parce que forcément, entendre des conversations japonaises en France, c'est compliqué. Il y a les films, etc. et autres, mais c'est pas pareil que la vraie vie et d'être baigné dedans. Un film, si vous regardez avec des sous-titres, vous allez peut-être concentrer sur les sous-titres et finalement pas plus travailler que ça. Ça dépend de vous, bien entendu. Mais là, quand vous êtes baigné dedans, c'est beaucoup plus simple, je pense, pour upper son japonais. Et le problème des facs de japonais en France, moi je trouve aussi, c'est, j'ai l'impression, je ne l'ai pas fait, mais de ce que j'ai pu avoir en retour d'amis qui font des facs de japonais ou de ce que j'ai pu voir de gens qui avaient fait des facs japonais qui étaient venus au Japon, j'ai l'impression que l'oral y est très peu pratiqué en fait au final. On bosse à fond l'écrit, la culture, les kanji, lire et écrire, traduire en gros, ce qui est bien. Mais j'ai souvent vu des gens arriver avec un niveau genre JLPT3, avoir fait je sais pas combien d'années de fac et être persuadés que ça va le japonais, ils ont un niveau correct. Et finalement, quand ils arrivent au Japon, ils étaient super nuls à l'oral. C'était comme un total débutant quoi. Alors oui, ils savaient lire les kanji et au final ils le faisaient très bien. Et du coup ils allaient beaucoup plus vite dans l'apprentissage aussi sur place après. Mais à l'oral, c'était des quiches totales. Et bon, savoir écrire et lire, c'est cool, c'est pratique, c'est important. Mais je pense que le premier truc à focus, c'est de savoir parler. Car vous n'allez pas être seul dans un coin, derrière une tablette ou un livre, dans la vraie vie, quoi, ou même pour un boulot. On va communiquer, on s'en sort en parlant, etc. Donc en sachant parler, pas en sachant juste un peu lire. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Aller en fac en France, ça peut être une bonne solution. Ça sera beaucoup, mais beaucoup plus économique. Vous pourrez vivre chez vos parents, par exemple, avoir moins de frais. Et je ne connais pas les frais d'une fac, mais ça sera sûrement moins cher que l'école de langue. Ça ne sera pas 6 000 € sur l'année.
Et vous n'aurez pas non plus le stress de vivre dans un pays inconnu avec une langue compliquée, voire pour certains, ça sera peut-être même leur première expérience seul loin de leur famille. Et ça, c'est quand même un truc aussi à prendre en compte, c'est important. J'ai vu pas mal d'étudiants, par exemple, au début, pour qui c'était dur, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre seuls, loin de leurs proches. Et quand on est, en plus, dans un pays où on ne comprend pas grand-chose, où on ne va pas forcément se faire des amis comme ça en claquant des doigts, le côté déprime, il peut assez vite arriver finalement, suivant votre mentalité. Et j'ai vu ça, comme je vous le disais, chez pas mal d'étudiants au début, voilà, qui ont vraiment un peu descendu. On voyait que voilà, le côté un peu j'arrive au Japon, je suis joyeux. Au fil des mois, la famille manquait, puis c'était difficile. Puis dès qu'il y a un petit problème, ça prend vite des proportions qui est difficile à gérer pour des gens, suivant nos mentalités, nos capacités, on est tous différents. Et ça peut être très difficile. Moi, ça n'a pas été mon cas, par exemple. Mais pour des gens, j'ai vu vraiment que c'était dur. C'était dur et que ça a un peu foiré aussi leur apprentissage du japonais, parfois, pour certains. Et comme je vous le disais, votre serviteur, la voix de ce podcast, donc moi-même, n'a pas connu tout ça. Parce que déjà, je suis vieux, voilà. Ça fait plus de 23 ans que j'ai quitté le monde de chez papa-maman, comme on dit, et que j'habite tout seul, et que me débrouiller tout seul, ou même vivre tout seul, la solitude, c'est pas un problème pour moi. Même si je suis quelqu'un de très social, j'ai aucun souci à ne parler à personne pendant 6 mois aussi. Je peux être un ours et vivre dans ma caverne, je ne vais pas déprimer, vraiment. Mais c'est un point, je pense, qui est à prendre en compte. Si vous ne vous sentez pas prêt à la vie loin de vos proches et tout seul, il faut bien considérer tout ça. Bon, après, il faut bien couper le cordon un jour et se donner un coup de pied au cul, comme on dit. Ça fait pas de mal, voilà. Mais bon, parfois on se sent pas encore prêt, et là, ça peut être compliqué. Je dis juste qu'il faut le garder en tête quand on se demande si on veut partir ou non étudier au Japon. Si on ne se sent pas prêt à vivre tout seul, à gérer tout seul, parfois, il faut bien réfléchir, parce que parfois, on vit dans une bulle et on a l'impression qu'on sait tout faire. Puis finalement, sur place, on se retrouve comme un con parce qu'on se rend compte qu'on ne sait rien faire et qu'on avait besoin des autres à chaque fois. Donc ça, il faut bien réfléchir à ça. Et dans ce cas-là, peut-être que la fac, ça sera peut-être mieux pour le temps que vous grandissiez, que vous mûrissiez. Il n'y a pas de mal à ça. Ça prend parfois juste un petit peu de temps. Voilà, puis, vaut mieux l'habiter tout seul en France au début que d'être jeté dans le grand bain et d'habiter tout seul, devoir gérer des trucs administratifs que vous n'avez jamais connus de votre vie dans un pays étranger où la langue sera compliquée. Il y a des gens qui sont très débrouillards, très très jeunes et qui n'auront aucun souci. Et il y en a d'autres pour qui ça sera un petit peu plus problématique et que ça peut influencer le projet, en tout cas l'expérience de vie au Japon qu'ils auront eu. Et comme je vous le dis, aller au Japon, c'est pas comme aller en Irlande, par exemple, en faisant un Erasmus. On peut rentrer facilement pour les vacances, ou certains, même, je connais des mecs qui partent comme ça en Erasmus, etc., et qui rentrent régulièrement les week-ends. Bon, là, au Japon, vous ferez pas ça, ça vous coûtera trop cher, sauf si vos parents sont coréens. Mais bon, dans ce cas-là, vous écoutez pas le podcast, a priori. Après, d'un point de vue de l'école, j'avais déjà fait un podcast il y a très longtemps dessus. Il faut savoir aussi bien la choisir, car ça peut vraiment, mais vraiment changer la perception de votre apprentissage au Japon. Mais dans l'ensemble, vu que j'ai expérimenté, je vais vous dire si finalement, moi j'étais content d'avoir fait une école ou non au Japon. Alors j'enlève totalement le fait, dans les côtés super positifs bien sûr, que déjà ça vous permet de vivre 1 an ou 2 sur place, parce que mine de rien, ça vous donne un visa. Si vous êtes trop vieux pour faire un PVT, l'école de langue c'est quasiment une des seules chances de pouvoir faire un visa sur place. Si par exemple vous n'avez pas les capacités pour travailler au Japon, c'est-à-dire que vous ne parlez pas japonais, vous ne parlez pas anglais, vous n'avez pas un profil de boulot qui est très demandé au Japon, une de vos seules chances d'aller au Japon, à part bien sûr y aller en vacances, ça sera pour rester on va dire sur une longue durée. Il y a le visa culturel, qui peut être ça, donc c'est-à-dire l'apprentissage de l'ikebana, de faire du judo, des choses comme ça, mais là aussi ça va vous coûter de l'argent. Et à la fin, vous aurez appris quelque chose, mais pas quelque chose qui va vous permettre de rester au Japon. A priori, bien sûr, dans la plus grande des cas, mais ça peut arriver. Mais voilà, si vous voulez vraiment faire une expérience, de vivre longtemps et de vous donner des clés peut-être pour continuer de vivre au Japon, l'école de langue, ça reste quand même le truc numéro 1. Mais oui, pour ma part, dans l'ensemble, je suis content d'avoir vécu cette expérience. Même si au final, je n'ai pas totalement apprécié retourner à l'école, vous l'avez compris, voire on va dire même pas du tout, car je n'ai pas fait les 2 ans. Mais quitte à apprendre le japonais, je pense que c'est vraiment plus efficace. Moins économique, certes, mais plus efficace pour apprendre le japonais en étant sur place. Vous allez pouvoir, en plus de vos cours, pratiquer facilement et on évolue, je trouve, beaucoup plus vite et facilement en pouvant pratiquer tous les jours sur des choses basiques. Par exemple, on va au café, on va dire bonjour, au revoir, on va dire les choses basiques au restaurant, on apprend plus vite que juste en lisant des bouquins et en récitant des phrases par cœur. Je trouve que c'est quand même plus efficace. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection,
Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Donc si vous en avez l'occasion, ou que vous hésitez tout simplement, je conseillerais quand même de tenter l'aventure, tout en gardant en tête les différents mauvais côtés dont j'ai parlé, pour être sûr que ça vous convient, vous et votre personnalité, et pas jeter de l'argent par les fenêtres, parce que oui, ça serait un peu dommage de mettre 6 000 € pour qu'au final, vous n'ayez pas du tout apprécié, enfin quand je dis 6 000 €, c'est le minimum, parce qu'il y a encore l'argent sur place, comme je vous l'ai dit, pour finalement pas avoir du tout apprécié l'expérience. Un conseil que je donnerais aussi, et que j'aurais bien aimé m'avoir donné à mon moi du passé, c'est de partir quand même avec un certain niveau, et pas en étant total débutant. Surtout si votre but c'est de rester et de trouver un boulot au Japon finalement. Car en 2 ans d'école de japonais, en étant débutant, ça va pas suffire pour ensuite enchaîner sur un travail et avoir le niveau nécessaire pour avoir un visa travail. Bon, il y a bien sûr des exceptions, mais dans l'ensemble, c'est pas suffisant. Mes profs, par exemple, dans mon école, me disaient qu'il fallait compter environ 5 ans d'apprentissage de japonais pour vraiment être bilingue. Et vraiment 5 ans d'apprentissage intensif, pas la méthode où je fais 10 minutes sur une appli par jour, vous m'avez compris. Et par exemple, dans ma classe du départ, au final, il y a que sur une quinzaine d'élèves, une vingtaine d'élèves, il n'y a que 3 personnes qui sont encore au Japon. 2 ont continué avec une fac, en faisant une fac au Japon, et un autre est marié à une japonaise et survit en faisant des petits boulots de prof de langue. Mais honnêtement, quand je vois sa vie, il n'a pas une vie de rêve sur place, il n'a pas l'air d'être hyper heureux, il a fait un peu le coup traditionnel que beaucoup de gaijins font, il rencontre la première japonaise qui est sympa avec eux, ils font un gosse en même pas 1 mois, 2 mois, et ils se retrouvent mariés. Et je lui espère pas vraiment, je l'espère pas pour lui, mais je crois pas qu'il sera heureux dans sa vie future, parce que déjà quand il en parle, il a pas l'air heureux, et soit ça sent le divorce, soit ça sent qu'un jour il va vivre comme ça jusqu'à la fin de sa vie pour faire plaisir à son parce qu'il veut que son enfant ait un père et une mère, et que les deux vont pas être super heureux. Pour l'instant, de ce que j'en ai entendu, c'était pas très glorieux, et ça arrive hélas assez souvent parce que les gens se précipitent. Et que c'est un moyen facile de rester effectivement, et puis on se dit on a rencontré une fille sympa, puis tout va vite, au Japon ça peut aller très vite, il faut mieux prendre son temps, ça c'est un conseil que je vous donne, mais bon après c'est toujours compliqué, c'est difficile, l'amour c'est difficile de prévoir et de savoir comment ça se passe, mais bon, en tout cas vous l'avez compris, moi je suis arrivé dans une classe où on était tous très débutants, on a appris du début, et il y a quasiment personne au bout de 2 ans qui est resté, donc c'est pour ça qu'un conseil que je vous donnerais, c'est d'avoir un meilleur niveau. Pour moi, l'idéal, c'est d'arriver au moins avec un niveau JLPT3 au Japon et de faire 2 ans après sur place. Et là, vous allez pouvoir avoir quand même des clés pour rester, je pense. Mais après, rien n'est obligatoire aussi. Je connais plein de gens qui sont arrivés avec un JLPT3 au Japon, qui ont fait leur année de japonais et ils sont revenus en France ou dans leur pays et ils n'ont pas de travail au Japon. C'est pas une garantie que de faire une école et de trouver un boulot derrière. C'est pas simple d'avoir un visa travail. Juste le fait de parler japonais ne vous trouvera pas un visa travail. Il faut que vous ayez des compétences, il faut que votre employeur puisse arriver à dire ok, ce type-là, on va le prendre, on va l'embaucher, et dire à l'immigration pourquoi on l'embauche et pourquoi on n'embauche pas un japonais. Donc vous vous doutez bien que c'est pas juste il sait parler japonais puis il parle français. Dans certains boulots ça peut suffire, mais pas dans la majorité. Donc du coup, il va falloir quand même avoir un background aussi de diplôme. Idéalement, il vaut mieux avoir des diplômes en France ou avoir déjà travaillé en France et avoir des compétences et des vraies compétences qui vont vous faire un plus par rapport à un employé japonais. Parce que sinon, ça sera compliqué de trouver un travail. Mais bon, ça c'est un autre podcast qu'on fera peut-être sur le travail au Japon. C'est pas vraiment le but de ce podcast-là. Donc pour moi, comme je vous le dis, le mieux c'est d'arriver avec un JLPT3 en poche pour voir un JLPT2, parce que c'est encore mieux le JLPT2, mais bon, là, ça veut dire que vous avez déjà beaucoup travaillé, vous avez sûrement fait une fac de japonais avant. Donc pour consolider votre japonais sur place, pour moi c'est l'idéal. Et pourquoi pas finalement se faire une fac de japonais pendant quelques années après ces 2 ans ou son année d'école de langue. Ça permet de finaliser peut-être son cursus et du coup avec un diplôme japonais de trouver un boulot plus facilement
ce qui serait plutôt pas mal. Et surtout, en faisant l'école de langue, vous allez pratiquer beaucoup l'oral avant et aller en fac ensuite, où là vous allez pratiquer l'écrit sur place. Enfin, vous n'allez pas apprendre le japonais, parce que vous allez apprendre d'autres choses, mais ça sera en japonais et en anglais, a priori, la plupart du temps quand même en japonais plus qu'en anglais. Donc ça pourrait être un bon cursus de commencer par une école de langue au Japon et de continuer avec une fac au Japon, mais pour ça, pareil, il faut de l'argent, donc il faut avoir un peu de moyens pour ça. Mais comme on dit, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Mais bon, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et tiens, je le pose là aussi, venez me dire aussi sur les réseaux sociaux si vous voulez plus d'émissions sur comment ça s'est passé, par exemple pour moi, l'école au Japon, ce que j'ai appris, mon ressenti ou autre. N'hésitez pas à proposer des thèmes, si je peux y répondre, ça sera vraiment avec plaisir. Après, si je peux pas répondre à votre thème, on m'avait déjà proposé parfois des thèmes où j'ai aucune connaissance dedans, donc je vais pas vous faire du blabla, on a recherché sur internet, parce que je vais vous dire des trucs que je connais pas. Donc voilà, si vous avez des thèmes, n'hésitez pas, et surtout, si j'ai pas fait beaucoup de podcasts sur l'école, j'en avais fait un petit peu, mais je pense que j'avais fait le tour en gros, mais je peux aller un peu plus dans des détails si ça vous intéresse. Ce sera avec plaisir, que vous savez que j'aime partager, donc ce sera avec plaisir. Mais voilà, maintenant on est foufou, il est temps de passer à Insta du moment, vous le savez. Et cette semaine, ça va être consacré à un mec qui a du follower. Voilà, il y a du monde, il y a du people. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, et vraiment un peu par hasard sur Instagram, car vous le savez, j'aime me perdre dans les méandres de ce réseau social, pour dénicher et découvrir plein de nouvelles choses. Et là, on est sur du lourd. Il y a franchement des photos qui déchirent bien sa maman, comme on dit, et qui feront plaisir à tous les amoureux de beaux paysages japonais. Les photos sont vraiment sublimes, souvent avec des modèles, mais pas que. C'est pas dans le genre oh regardez cette Lolita, etc. Non, il y a toujours un travail derrière, un paysage japonais sublime. Il y a très très belles photos de nuit, des photos d'architecture. J'aime beaucoup ce qu'il fait et je vous invite d'aller découvrir son compte. Il s'agit d'Ebi_Times. Donc comme d'hab, il y aura des photos sur le Patreon et le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, il est temps d'aller se boire un petit café, mais pas un bon café. Alors pourquoi j'en parle ? Vous allez le savoir tout de suite dans la rubrique Voldemort. Car oui, aujourd'hui je vous amène dans un café, mais pas pour son café. Oui, clairement, c'est pas le meilleur café in town, comme on dit, bien le contraire. À vrai dire, j'aimais pas beaucoup leur café, et le comble, c'est qu'il me faisait même mal au bide parfois, mais vraiment, vraiment mal au ventre, quoi. Le genre de truc où vous repartez, vous marchez dans la rue, et vous êtes un petit peu en galère. Bon, je vous passe les détails, mais vraiment, je me sentais souvent pas bien. Et là, vous vous dites, mais il se fout un peu de notre gueule quand même. Le mec, il est arrivé au bout de ses conseils, quoi. Il est en train de nous filer des cafés dégueulasses parce qu'il sait plus de quoi parler. Eh bien, non, mais non, c'est pas ça du tout. Mais forcément, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce café. En fait, je vais vous parler de ce café, car malgré le fait que le café soit pas très bon, il avait d'autres qualités. Alors déjà, les desserts, et la bouffe aussi. Car oui, il faisait à manger le midi, et c'était pas mauvais. Alors, on me siffle dans l'oreillette que je vous ai pas donné le nom ni la localisation du café, autant pour moi. Il s'agit donc d'Ikaria sur Kyoto. Ils sont dans le centre de Kyoto, vraiment. Et à savoir qu'ils ont aussi une boulangerie, un restaurant qui donne sur la Kamogawa. Ils ont aussi une pizzeria. Bref, il y a de la thune, les amis. Le propriétaire, il doit être tranquille a priori. Je pense qu'ils ont été connus à la base pour leur boulangerie, mais j'avoue, je connais pas l'historique de la marque. Car ils faisaient une spécialité allemande, alors je suis désolé pour la prononciation, ça doit sûrement pas être ça, mais on appelle ça un Baumkuchen. Voilà, je pense un Baumkuchen, je sais pas comment on dit. Alors si vous connaissez pas, le mieux c'est d'aller sur Google, parce que visuellement ça va peut-être vous parler un peu plus, car en plus l'explication qui suit ne va sûrement pas vous aider, mais je vais tenter. Alors c'est un genre de gâteau cuit sur une broche, un peu comme un kebab on va dire. Bon, ça n'a pas le goût du kebab, je vous rassure. Mais c'est un gâteau qui tourne en gros, qui est empalé et qui va tourner auprès un genre de feu. Et on le coupe en parts assez rondes en fait. Voilà, je vous avais pas menti, c'est incompréhensible, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Ce que j'aimais dans ce café, déjà c'était la disposition à l'intérieur. C'était en fait le comptoir faisait un grand U fermé où on pouvait s'asseoir tout autour du comptoir et c'était vraiment un grand comptoir très long. Et on pouvait voir l'équipe travailler au milieu. Alors c'était pas non plus très grand, mais c'était assez pour faire le café, être à 3, faire à manger. Ils étaient souvent 3-4 derrière le comptoir. Il y en avait qui faisaient à manger, il y avait une genre de petite cuisine dans ce comptoir. Et franchement, c'était le point fort de ce café, parce que du coup, c'était quoi le point fort ? C'était pas le fait que ça soit un U, parce que j'ai envie de vous dire, des cafés avec des U, il y en a quelques-uns. Mais c'était surtout que c'était facile d'accéder à l'équipe, du coup, et de voir ce qu'ils faisaient, et du coup, de parler avec eux aussi.
et l'équipe était super sympa. Et du coup, c'est vrai que ce comptoir en U, ça permettait de discuter, quoi. Bon, ils nous parlaient pas en anglais, mais on pouvait pratiquer notre japonais avec toute l'équipe et on a tellement sympathisé qu'un jour, ils nous ont même invités à faire un resto tous ensemble. Alors je dis tous ensemble, car il y avait l'équipe déjà, ils étaient à peu près 4-5 personnes, plus nous, les étudiants, car oui, ce café était proche de mon école. Donc on y allait avant d'aller en cours pour réviser ensemble pendant 1 ou 2 heures. Et vous savez, moi j'adore les cafés, du coup j'ai amené mes potes, surtout mon binôme, on y allait tous les jours forcément. Et lui qui aimait pas le café, il venait quand même. Il avait même eu un petit crush pour une des serveuses. Mais ça sera peut-être un truc à raconter dans l'anecdote des dates. Je le note pour peut-être un futur épisode date, parce que c'était assez rigolo. En fait, j'ai déjà enregistré, je suis un menteur, j'ai déjà préparé l'épisode sur les dates, ça sera le suivant, voilà, a priori. Mais du coup, j'avais pas mis cette anecdote, mais en préparant ce podcast, en enregistrant, je me dis, tiens, j'aurais dû parler de cette petite anecdote, donc on fera peut-être un épisode 3 des dates. Vous me direz si vous en avez pas marre, je ferai peut-être un épisode date. Et en plus, honnêtement, cette petite anecdote est très très drôle. Voilà, je vous en parlerai quand même un autre jour. Si c'est pas dans cet épisode-là, j'en parlerai dans un autre, un de ces 4. Enfin bref, pour vous prouver qu'ils étaient très sympas, j'ai mis même sur mon Patreon, vous le verrez, la carte, enfin pour ceux qui sont abonnés, désolé pour les autres, mais la carte qu'ils m'ont faite quand je suis parti, j'étais super touché, car ils ont tous mis un mot, ils se sont bien fait chier avec des petits photocollages et tout, etc. À la japonaise, c'était hyper kawaii. Et franchement, ça m'a fait hyper plaisir, parce que le jour où je suis parti de Kyoto, ils m'ont fait ça, j'étais allé leur dire au revoir, et franchement, c'était vraiment sympa. Puis la manager aussi nous a déjà offert par exemple une galette des rois qu'elle avait achetée, donc c'était pas une galette des rois fait par elle ou sur place quoi, mais elle savait qu'on était français et donc elle avait acheté une galette et elle nous a offert cette petite galette. Et elle nous a offert aussi des petits chocolats. Moi aussi, je lui ai offert des chocolats un jour pour la remercier, parce que, par exemple, mon ami a eu des problèmes avec son électricité, mon binôme, et voilà, fallait qu'il appelle, c'était compliqué. Elle l'a aidé, elle a appelé pour lui, enfin, elle était adorable. Elle parlait un petit peu anglais, mais elle voulait pas parler anglais avec nous. Je pense que c'était aussi pour qu'on pratique notre japonais, donc ça aussi, c'était plutôt chouette. Parce que parfois aussi, vous allez aller dans des endroits où les japonais vont être sympas, ils vont vouloir pratiquer leur anglais avec vous, mais vous avez aussi envie de pratiquer le japonais, mais le problème c'est qu'ils vont jamais parler japonais parce qu'ils sont contents de pratiquer leur anglais. Et ou alors il y a des moi je me rappelle qu'il y a des cafés où j'allais, je vous en ai déjà parlé, où les mecs vous répondent en anglais même si vous parliez japonais. Et ça c'était pas agréable parce que vous avez envie de pratiquer votre japonais et puis la personne en face elle vous répond toujours en anglais. Déjà vous vous dites ok, c'est peut-être pas compréhensible ce que je dis, mais j'essaye de faire l'effort, et puis c'est des choses assez simples et habituellement on me comprend, donc tu dois pouvoir me comprendre aussi. Du coup c'est pas très agréable. Et il y avait des cafés comme ça où je savais que les personnes parlaient anglais mais ils me parlaient japonais parce qu'ils avaient envie de me faire pratiquer, et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Voilà, franchement je trouvais ça très sympa, et c'était le cas par exemple pour ce café là à Ikaraya. Et donc comme je vous disais, elle nous a offert plein de trucs, c'était vraiment un peu une maman, elle était vraiment super gentille avec nous. Et avec l'autre café Waldenwood, c'était vraiment deux équipes super sympas qui étaient très différentes dans l'ambiance, même s'il y en a un qui travaillait à Waldenwood et à Ikaraya après, donc c'était assez rigolo. Ou non, il a travaillé à Ikaraya et après à Waldenwood, c'est devenu un ami, un de ses baristas qui m'aimait beaucoup, je ne sais pas pourquoi, il m'aimait beaucoup, il me faisait toujours plein de grimaces, il adorait parler avec moi, donc même s'il parlait pas un mot d'anglais, donc c'était très cool. Et ils ont toujours été super adorables avec nous et avec moi en particulier. Bref, pour le lieu et pour l'équipe, ça vaut le coup. Et puis je vous rassure, ils n'ont pas que du café, voilà. Comme je vous le dis, mon binôme à moi, il aime pas le café, mais il avait adoré aller là-bas parce qu'il y avait quand même des trucs à boire. Et j'ai eu aussi un ami qui allait là-bas, un ami qui était venu en vacances me voir, qui aime aussi le café comme moi. Et lui, il a adoré leur expresso. Alors moi, je bois pas d'expresso, j'avoue, moi je bois du cappuccino, donc des boissons à base d'expresso, ou des cafés filtres, mais je bois pas d'expresso. Et lui, il buvait que des expressos, et il a trouvé que leur expresso était très bon, donc comme quoi les goûts et les couleurs. Mais moi, j'avoue, leur café là-bas, il me faisait mal au bide, c'était un peu... If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Et maintenant, du coup, on va passer au coup de cœur qui sera un peu, voire beaucoup, même japonisant cette semaine. Et donc cette semaine, mon coup de cœur, c'est un ami à moi qui habite à Strasbourg, qui a fait la même école que moi à Kyoto justement, et qui continue le japonais en fac.
Et chose marrante en plus, c'est que dans sa classe, il y a 2 autres élèves qui étaient dans la même école aussi, que je ne connaissais pas bien car ils étaient dans des classes plus élevées que la mienne. Et il y a quelques jours, et donc ils sont tombés dans la même classe que lui. Donc c'est assez rigolo, quoi. Ils sont vraiment dans la même classe, donc ils se retrouvent à 3 de mon école, le Nihongo Center, dans la même classe à Strasbourg à apprendre le japonais en fac. Donc c'est vrai que c'est assez marrant. Et il y a quelques jours, il m'a invité à boire un verre en terrasse avec 2 amis à lui qui vivent à Strasbourg et qui sont japonais justement. Alors il y en a un qui apprenait l'italien en France, bah oui, il n'y a pas de logique, mais c'est comme ça. Il vient de Nagano, il a 32 ans, et l'autre c'était une fille qui est une triplée, et qui avec une de ses sœurs, donc les triplés japonais je pense c'est assez rare, et qui est avec une de ses sœurs, donc fait du marimba sur Strasbourg. Vous savez, c'est un genre de grand xylophone qu'on joue avec des petites masses. C'était donc cool de rencontrer 2 japonais qui ne se connaissaient pas, parce qu'ils ne se connaissaient pas aussi, et d'avoir un mix de français et japonais au niveau du langage, car les 2 parlent très bien français. Mon japonais étant super rouillé, je ne comprenais pas grand chose, forcément, à part les topics, quand ça parlait un petit peu japonais, j'arrivais à comprendre un peu le sujet, mais je ne comprenais pas bien sûr toute la traduction de la phrase. Mais ça m'a fait vraiment plaisir de entendre pendant toute une après-midi du japonais et de pouvoir discuter un peu avec eux. Bon, moi j'ai discuté en français, vous emballez pas, je suis pas parti sur des grandes discussions en japonais. Donc voilà, c'était mon petit plaisir, je les reverrai peut-être pas, j'en sais rien, ou peut-être que je les reverrai d'ici à ce que je quitte Strasbourg, mais c'était quand même un super bon moment en tout cas qui m'a rappelé mes années Japon, qui à cause Covid sont quand même un peu éloignées maintenant. Mais bon, on espère qu'on puisse retourner au Japon prochainement. Cette année c'est difficile, mais peut-être j'espère l'année prochaine quand même, croisons les doigts pour que l'année prochaine on puisse y retourner. Mais en attendant, je vous dis donc à bientôt pour la semaine prochaine, et vous l'aurez compris, la semaine prochaine on va parler de Date, ce sera le volume 2 des Dates, il m'a été demandé, réclamé, donc j'ai fait le volume 2 des Dates, avec des anecdotes bien entendu. Mais sur ce, je vous dis à bientôt, ciao bye bye, matane.